Bienvenue dans cette émission du 11 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose tout au long du mois de décembre d'ouvrir jour après jour les fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles, des bonnes mauvaises nouvelles, des mauvaises bonnes nouvelles, car cela va ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion de la dynamique de l'effondrement. Parce que dès lors que le mensonge est aussi massif qu'il l'est encore aujourd'hui, eh bien évidemment qu'il faut nécessairement que la tension augmente avant qu'elle puisse trouver une résolution dans la bonne direction. Un spectateur m'a notamment pris à partie en disant « Oui, c'est bien joli de parler de délire collectif, mais c'est surtout de corruption qu'il s'agit. » Oui, j'en ai aussi énormément parlé, mais il est essentiel de comprendre qu'il y a ces deux niveaux. Il y a une corruption et une manipulation de masse, notamment par l'intermédiaire des médias et de la classe politique, mais qui conduit la population à délirer. Et cette petite trouvaille sur le net pourra nous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Voilà ce qu'il dit. « On vit une époque formidable. Le Covid est une maladie tellement mortelle qu'on doit vous tester pour savoir si vous l'avez. Le fabricant de vaccins n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. Le vaccinateur n'est pas responsable. Mais si vous refusez le vaccin, vous êtes irresponsable. En 2020, si vous parliez d'obligation vaccinale et de passe sanitaire, vous étiez complotiste. En 2021, si vous refusiez l'obligation vaccinale et le passe sanitaire, vous étiez complotiste. Au début, on comptait les morts. Puis on n'a plus assez de morts, alors on a compté les malades, puis on n'a plus assez de malades, alors on a compté les cas, puis on n'a plus assez de cas, alors on a compté les variants. On vit vraiment une époque formidable. Bon, ça nous rafraîchit la mémoire. Maintenant, à votre avis, au sein de l'opinion publique telle qu'elle est configurée aujourd'hui le 11 décembre 2024, quelle est la proportion de la population qui croit encore intégralement aux verbalisations délirantes que je viens de rappeler? Probablement une minorité, alors qu'au moment où cette manipulation se produisait, on était à une assez forte majorité. Et donc, il faut vraiment prendre ce qu'on appelle le momentum en sport, c'est-à-dire le moment où la partie est en train de basculer, où une équipe qui jusque-là avait le dessous est en train de prendre le dessus, et en sachant qu'il y a effectivement ce déferlement de nouvelles qui vont dans la bonne direction. Robert Kennedy le rappelle dans ses interviews, il n'y avait besoin ni de confinement, ni de masques, ni de vaccins, entre guillemets, ni de tests mal réglés pour autant de monde aussi longtemps. Il suffisait de soigner les malades dès 2020 et ça n'aurait duré que 2 mois, à peine remarquable, ensuite on n'en aurait plus parlé. On sait aujourd'hui que sûr et efficace, ce n'était pas un mensonge, c'était 2 mensonges. Et à nouveau, les données continuent de déferler. Une étude réalisée par MedIncell sur l'utilisation de l'ivermectine montre une efficacité de 72% sur le critère principal. On va bientôt être publié sur Clinical Trials. Dans l'autre sens, l'Institut Pasteur vient de sortir une nouvelle étude parfaitement frauduleuse, mais qui est une daube absolument monstrueuse. Fred Stalder la commente à juste titre. Ceux qui concouraient pour le trophée de l'étude la plus pourrie de 2024 viennent d'être détrônés par l'étude de l'Institut Pasteur. Vous pouvez aller sur le site de Fred Stalder ou du docteur XJA sur X pour prendre connaissance du débunkage de cette étude. C'est une pure daube et c'est même impressionnant de voir comment des scientifiques qui sont à l'Institut Pasteur, qui sont au Collège de France, osent publier des merdes pareilles, excusez mon français, c'est comme si je vous produisais un gribouillis d'enfants de 3 ans en vous disant c'est la dernière étude anthropologique la plus convaincante qui soit. Dans le même temps, le fameux juge fédéral de la cour de Fort Worth, au Texas, a ordonné à la FDA et à Pfizer de divulguer plus d'1 million de pages supplémentaires. Je vous rappelle que Pfizer et la FDA avaient essayé d'obtenir un secret pendant 75 ans autour des données. Il y a déjà des milliers de pages qui ont été rendues publiques, mais il s'agit d'aller encore plus loin, parce qu'évidemment que ce que retient encore Pfizer, c'est là où les fraudes les plus massives se situent. Donc on a cette avalanche de bonnes nouvelles et cette pression qui va dans la bonne direction, et puis en face, bien sûr, le front se durcit de plus en plus. Dernière trouvaille de l'administration Biden, prolonger la déclaration d'urgence au sujet du Covid-19 afin d'étendre les protections de responsabilité pour les injections géniques jusqu'en 2029. En d'autres termes, la Maison-Blanche décrète dans les dernières semaines
dans ses fonctions de Biden qu'il y aura une urgence sanitaire jusqu'en 2029, avec évidemment pour seule finalité de continuer à protéger et cacher les données. On évoque même le fait que Biden pourrait donner une grâce présidentielle préventive à Anthony Fauci, ce grand psychopathe criminel de multiples manières. Maintenant, il n'est pas dit que ça le couvre réellement. Rand Paul, le valeureux sénateur du Tennessee, lui dit qu'il y a des preuves évidentes, très fortes, que Fauci a commis toute une série de crimes, bon, ce dont mes spectateurs seront déjà convaincus, étant donné que je les ai détaillés ici au long des mois. Mais avec cette question toujours, pourquoi est-ce que Biden accorderait-il une grâce à Fauci qui, lui, n'a cessé de proclamer qu'il n'avait jamais rien fait d'illégal ? S'il a la conscience si tranquille et qu'il est si sûr de son fait, on voit qu'il est totalement illogique d'entrer dans une démarche de cette nature qui, en réalité, serait en soi un aveu de culpabilité. Alors, je ramène encore des informations supplémentaires. Vous vous souvenez du fameux rapport Covid de 500 pages qui est sorti il y a quelques jours aux États-Unis par une commission de la Chambre des représentants ? Eh bien, un des représentants en question, Brad Wenstrup, a déclaré que ce qui a été publié n'était que la version non classifiée, officielle. Mais il y a une autre version, évidemment. Et parmi les grandes faiblesses de ce rapport, on continue d'y prétendre que l'opération Warp Speed et la campagne d'injection génique avaient été un succès, avaient sauvé des millions de vies. Eh bien, devinez quoi, dans les documents qui n'ont pas été déclassifiés, il existe sans aucun doute une somme d'évidences pointant dans la direction opposée. En ce qui concerne la remise en question de Robert Kennedy Jr. et la lettre des 77 prix Nobel, l'autre sénateur Ron Johnson est quant à lui confiant, il pense que la majorité de ses collègues approuvera la nomination de Kennedy, et de nouveau, il faut vraiment faire des procès d'intention ou coller des étiquettes stupides pour pouvoir donner l'impression de mettre en cause Robert Kennedy, qui lui dit simplement « je veux que la science soit transparente ». Du côté de l'Europe, le cocotier est aussi bien secoué. Louis Fouché exprime sa conviction que la chute de la sorcière de la communauté européenne est inéluctable. Quand on lit effectivement le livre qui vient d'être publié par Frédéric Baldan, qui a porté plainte contre Ursula von der Leyen devant la justice belge, eh ben, il y a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. Il s'en est entretenu avec André Berkoff au long d'une émission sur Toxin Média que je vous recommande, où il a pu identifier qu'il y avait un cabinet de lobbying particulièrement sulfureux qui a été payé par Pfizer pour faire croire que ce que publiait Pfizer et qui était frauduleux, nous sommes un certain nombre à l'avoir démontré, était de la science, alors que ça n'en était pas, et de faire passer cette pseudo-science pour une croyance religieuse à laquelle il était prohibé de s'opposer, au risque de passer pour des hérétiques. Donc, la situation est quand même assez compliquée. On se souvient de la grâce accordée par Joe Biden à son fils Hunter, avec quand même une séquence extraordinaire qui consistait à dire d'abord que toutes les accusations contre son fils étaient fausses, et alors qu'il avait juré ses grands dieux qu'il ne donnerait jamais la grâce présidentielle à son fils, il a fini par le faire juste avant de quitter le bureau ovale. Selon les sondages, il y a 58% des Américains qui sont en désaccord avec cette grâce présidentielle, et dans l'autre sens, qu'il n'y en a même que 2 sur 10 qui approuvent le fait que Biden ait soustrait à la justice son fils au regard des choses qu'il avait commises. Et en rappelant une fois de plus que dans un débat présidentiel en 2020, Joe Biden a affirmé que l'affaire de l'ordinateur portable de son fils était de la désinformation russe, ce qui a faussé le résultat de l'élection présidentielle avec la CIA qui a embarqué en cours de route. Donc là, on est vraiment dans l'interférence dans une élection présidentielle. Et puis, comme toujours, des choses qui peuvent toujours se retourner aussi contre ceux qui croient y trouver une échappatoire. J'ai notamment trouvé cette intervention sur X d'un avocat expliquant qu'il y avait une faille énorme dans la défense d'Hunter Biden qui est la suivante. Dès lors qu'il a reçu une grâce présidentielle, il n'est plus protégé par le 5e amendement de la Constitution qui permet, en cas de témoignage devant une cour de justice, sous serment, de ne pas révéler des informations qui pourraient vous incriminer vous-même. Et là, vous réclamez du 5e amendement pour dire « je refuse de répondre ». Seulement, dès lors qu'il a été gracié, s'il devait se retrouver témoin dans le cadre d'une procédure, à ce moment-là, il ne pourrait plus se réfugier derrière le 5e amendement, vu qu'il a de toute manière une immunité qui lui est garantie. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on sait que toute l'opération dans laquelle il a trempé, ce n'est pas lui qui était le bénéficiaire final
de cette opération, mais le clan Biden et le clan démocrate au sens plus large, dont Joe Biden était le parrain. Donc s'il doit à l'avenir être amené, Hunter Biden, à témoigner devant un tribunal, il sera obligé de livrer les informations qui sont en sa possession, en sachant au passage que John Ratcliffe, qui vient d'être nommé par Donald Trump directeur de la CIA, a été un des tout premiers à révéler le canular, la manœuvre d'intoxication, de faire croire que cette rumeur au sujet de l'ordinateur portable de Hunter Biden était une opération russe. Et dans la foulée, il a l'air d'être déterminé à déclassifier tout un ensemble d'autres documents sur les secrets les mieux gardés des États-Unis. Donc voilà, il y a un durcissement qui va se continuer. En même temps, les coups de boutoir de la vérité qui, arrivant sur le palier après être montrés par l'escalier, sont aussi remarquables. Il y a un effondrement de la confiance dans les politiques, bien sûr, en France, dans les médias. Et puis, demain, j'aborderai, dans la prochaine émission, ce qui est en train de se dérouler en France, parce que là aussi, c'est particulièrement gratiné. Juan Branco, l'avocat, est l'objet d'une procédure de la part du président du tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République et du président de la Cour d'appel de Paris pour demander son élimination de la scène judiciaire. Une suspension, une mise à mort judiciaire dénonce Juan Branco, eh bien on comprend que cette personnalité haute en couleur, mais vaillante, qui fait vraiment bouger les lignes, on rappelle qu'il s'est investi pour les Gilets jaunes, pour Julian Assange, au Sénégal, autour d'une magouille électorale, dans les opérations troubles de la France en Afrique, eh bien que cette personnalité dérange et qu'il y a une véritable persécution qui est en train d'être mise en œuvre contre lui, avec la participation active de l'ordre des avocats et de tout l'appareil judiciaire. On a également appris qu'il y avait eu une rafle d'une trentaine de personnes ces dernières heures, dont Bertrand Scholler, dont Aurélien Poirson-Atlan, l'auteur de Zoé Sagan. Bertrand Scholler s'est manifesté en disant qu'il avait été gardé à vue en cellule simple, qu'il avait été réveillé au petit matin par 3 officiers de la police judiciaire. Et puis Marc Daoud, qui est le directeur de la publication du magazine Nexus, lui confirme qu'il avait rendez-vous avec Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan, à Arles, où il réside, ce mardi 10 décembre. Il avait fait la route depuis Paris la veille pour préparer une interview vidéo qu'il disait explosive. Il me disait avoir des grosses révélations à faire pour cette fin d'année 2024. Et voilà que Marc Daoud a reçu, 3 heures avant l'heure du rendez-vous, un message vocal disant que 3 hommes de la police judiciaire étaient devant sa porte et qu'il allait finir en garde à vue. Alors bien sûr, à chaque fois que la répression totalitaire se déchaîne, eh bien, ça n'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, c'en est une bonne, parce que c'est le seul chemin par lequel la vérité peut finir par apparaître. Et pour Juan Branco, qui déclare avoir des intentions présidentielles, je reviendrai sur le fait que c'est une bonne idée ou non, mais toujours est-il que ce statut de dissident persécuté par l'appareil d'État est en train de lui apporter un poids et une densité dont il ne dispose pas sur le plan politique, je ne parle pas de sa personnalité, tout comme Václav Havel en Tchécoslovaquie, une fois qu'il avait été embastillé, avait acquis une stature présidentielle, eh bien en fait, ceux qui sont à la manœuvre tyrannique, dictatoriale et totalitaire sont simplement en train de donner leur lettre de noblesse à tous les dissidents qui sont susceptibles, le moment venu, de participer activement à l'effondrement de ce qui a à s'effondrer, sachant qu'il y a de toute manière une dynamique systémique en la matière. Prenons simplement ce communiqué du ministère de la Justice du 9 décembre, Journée internationale de lutte contre la corruption, et le ministère de la Justice rappelle l'importance de poursuivre et accentuer les efforts pour lutter contre ce phénomène en France et dans le monde, et donc Albert Lévy demande « mais c'est la seule réaction possible, mais attendez, c'est une blague ?» Rendez-vous demain pour la suite. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à partir d'1 € par mois ou d'effectuer une donation du montant de votre choix, et je vous retrouve tout au long des jours nous séparant de Noël pour d'autres fenêtres du calendrier de l'Avent, des nouvelles, bonnes nouvelles malgré tout.